Depuis sa création en 1972, BMW M a sorti un seul et unique modèle propre à eux et distinct de BMW, la M1. Un échec commercial, mais un succès en compétition et une auto qui est devenue mythique. Ils ont donc sorti un seul modèle propre en 51 ans d'existence, jusqu'à aujourd'hui. Et le nouveau modèle 100% M est un petit peu controversé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de cette toute nouvelle BMW XM. Alors c'est un nom qui résonne certes chez certaines personnes, plutôt en France et plutôt un petit peu plus âgées que ma génération. C'était une voiture de Citroën très célèbre et BMW a racheté les droits d'utilisation de ce nom. Et donc oui, c'est bien la seconde voiture 100% M, 100% développée par M, distincte de BMW. Parce qu'en fait toutes les autres, les M2, M3, M4, M5, X6M, X5M, etc. c'est des voitures qui sont développées par M, mais sur base de produits BMW. Là, on est sur un produit 100% M, donc ça promet. C'est aussi pour ça qu'elle s'est un petit peu controversée. Pourquoi elle est controversée? Parce qu'en fait, M, bon, déjà, la première, c'est la M1, la deuxième, c'est celle-ci, et entre-temps, M, c'est des sportives incroyables, c'est énormément de voitures en compétition dans plein de types de compétitions et de courses différentes. Ils vont même engager une voiture en LMDH en 2024 en endurance. Et pour leur deuxième voiture, donc qui est vraiment clairement un hommage, une déclaration de M, ils nous sortent un immense, un gigantesque SUV surpuissant, hybride rechargeable. Ah oui, c'est aussi la première 100% M électrifiée. Donc sujet plutôt controversé, mais on va regarder ce qu'elle donne cette voiture. Attends, avant toute chose, t'es pas encore abonné à la chaîne? Alors je t'invite tout d'abord à mettre un pouce bleu, cette voiture mérite probablement un pouce bleu, et à t'abonner juste ici, active la petite cloche des notifications, et tu peux aussi me suivre sur Insta et sur TikTok. Alors niveau look, on adore ou on déteste, mais ce qu'on peut pas lui retirer, c'est que cette XM, elle est extravagante. On a un long capot droit qui est vraiment nervuré, vraiment avec cette calandre, ça finit dans cette calandre, on va en reparler, mais c'est un élément que j'adore. Moi, sur cette voiture, la calandre, qui est rétro-éclairé, il y a un entourage des naseaux lumineux, ça c'est très joli, et un capot très nervuré, assez plat, assez long, et clairement ça lui donne du caractère. Dans la calandre, on a des lamelles horizontales, ça c'est nouveau chez M, il passe à l'horizontale plutôt qu'avant à la verticale, et une face avant qui est aussi assez droite. Sur celle-ci, on a des jantes de 23 pouces qui sont en option, de série on a des 21 pouces, qui sont honnêtement pas très jolis, je trouve, des 22 pouces qui sont très jolis, et ces 23 pouces qui sont immenses, et admettons-le que tout le monde va prendre en option sur cette voiture. Pour la première fois sur ces jantes aussi, on a un rappel du nom de la marque BMW, mais pour la première fois en toutes lettres et non pas en logo. Personnellement, je trouve que c'était une fausse bonne idée. Je trouve qu'un logo au centre d'une jante, c'est beaucoup plus joli que d'avoir marqué BMW. Les phares à l'avant sont très fins. On a un autre bloc ici, juste en dessous, mais ça c'est le look de jour. Il est vraiment... La face avant, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est statutaire et les gros naseaux illuminés, j'adore. C'est un peu gadget, mais j'adore. Celle-ci, elle est en bleu métallisé et de série, on a ces décorations en doré un petit peu partout sur la voiture. Vous allez voir qui s'appelle Night Gold. Et en option, on peut avoir un pack noir où toutes les décorations dorées qu'on va retrouver sur la voiture sont en noir brillant. Donc jante de 23 pouces. Bas de caisse en noir brillant et un profil qui personnellement me rappelle un petit peu un Range Rover sur certains aspects, avec le capot très droit à l'avant et la ligne de toit descendante qui fait un peu sportif, un peu coupé en fait. Et on passe à l'arrière où on retrouve ce que BMW annonce comme un hommage à la M1, c'est les petits logos qui sont gravés ici dans la vitre arrière tout simplement, et on n'a pas de logo BMW à l'arrière. On a juste un logo XM que je trouve personnellement assez mal placé. Je vois pas ce qu'il fait là, le logo, c'est dommage. Pour moi, il devrait être là, comme sur toutes les voitures. Et ouais, bizarre, l'arrière sans logo, ça me plaît pas trop personnellement. À l'arrière, on a un diffuseur entouré avec du doré, enfin un diffuseur, ce qui ressemble à un diffuseur.
et 4 sorties d'échappement qui sont cette fois verticales et hexagonales. Donc on a une vraie canule en haut et en dessous une canule avec une valve, mais 4 sorties d'échappement verticales, ça c'est original. Des nouveaux feux arrière qui sont vraiment très sculptés en 3D, ils sont assez beaux les feux, ils sont en forme de L retournée et très sculptés avec voilà, des petits décrochages ici un petit peu, j'imagine qu'ils ont fait ça pour renforcer le caractère sportif. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la vitre arrière est vraiment dans la continuité de la carrosserie, comme s'il n'y avait pas d'encadrement, et c'est plutôt joli. Le feu de stop qui est intégré au petit spoiler à l'arrière, et le toit qui est voilà, un petit peu creusé, plutôt sportif. On va regarder le coffre parce que quand même c'est une grosse voiture qui est peut-être un peu destinée à concurrencer, on va en reparler après, mais Urus, RSQ8, classe G, RS6. Donc peut-être des gens qui ont un petit peu de famille et qui veulent un petit peu les emmener avec eux. Le coffre est pas si grand que ça, 527 litres. Il est pas creux en bas, tu vois, le seuil de chargement est assez haut. Il est vraiment haut, hein. Tu vois, là ça m'arrive à la taille ici. Et il n'y a pas de protection sur le bord du seuil de chargement. Donc ici, s'il y en a qui vont charger des poussettes, des trucs, c'est assez haut et ça va être assez vulnérable. Et il n'est pas creux parce qu'en fait c'est une hybride rechargeable, donc les batteries sont sous les sièges arrière et sous les pieds des passagers à l'arrière, mais ils ont probablement dû reculer aussi tout ce qui est système d'échappement, réservoir d'essence à l'arrière. Donc voilà, c'est plat ici et tu peux pas le descendre, donc 527 litres, c'est pas énorme, c'est moins qu'une RS6 qui fait 565 litres, mais le chargement peut aller jusqu'à 1820 litres si tu rabats les sièges. Coffre électrique évidemment, on referme. Hop. Sous le capot, on retrouve l'habituel V8 4.4 biturbo qui a été inauguré dans la M5 en 2018. Là, il a simplement été retravaillé pour accueillir l'hybridation. Tout ça, je vais vous en reparler pendant la conduite. Cette voiture, elle est produite aux États-Unis depuis la fin 2022 et elle est disponible à partir de 178 000 €. C'est un joli prix de base, mais pour ça, tout est quasiment de série, à part les jantes, quelques systèmes d'aide à la conduite, le système audio incroyable que je vais vous montrer. Mais globalement, les configs ne devraient pas dépasser 190 000 €. Et ça, c'est le prix final, puisqu'elle est exonérée de malus au CO2. C'est une hybride rechargeable avec plus de 50 km d'autonomie en électrique et de malus au poids. Pas de TVS non plus, donc c'est aussi une voiture que vont pouvoir s'offrir certains chefs d'entreprise. Mais bon, on sait pourquoi les constructeurs nous proposent très régulièrement désormais des voitures surpuissantes hybrides rechargeables. Ça permet tout simplement aux propriétaires d'éviter un douloureux malus. Les principaux marchés pour cette voiture, ce sera les États-Unis et la Chine, hein. Plus de 50% des ventes. Il y aura aussi un certain marché aux Émirats, dans le Golfe. Mais en France, depuis qu'elle est disponible à la commande, c'est la M la plus commandée. Plus que M3, M3 Touring, M4, etc., etc. La plus commandée, c'est la XM. Donc, on aime ou on déteste, mais en tout cas, elle suscite beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attrait chez les clients. On va passer à l'intérieur parce que quand même, il faut que je vous montre ça. À l'intérieur, c'est un vrai salon roulant. Regardez les sièges, ils sont très molletonnés. On va voir à la conduite ce que ça donne, mais très confortable. Beaucoup de cuir, une belle finition, du carbone ici sur la planche de bord. On a le BMW Curved Display qui est leur immense écran ici, qui est séparé en deux, mais c'est une seule grande dalle, un affichage tête haute, un volant avec des boutons M Sport préconfigurables. Après ça, c'est pour les gens qui connaissent BMW, c'est assez familier ces boutons, que ce soit ici ou sur la console centrale. Et regardez, on aperçoit le ciel de toit qui est de série, finition Alcantara en version un petit peu prisme. Et surtout, on a une centaine de LED qui l'éclairent avec des animations, etc. À l'intérieur, quand tu démarres, on se croirait à Las Vegas. Il manque plus qu'une barre de pole dance à l'arrière et on s'y croirait. Ah. Elle n'a pas aimé la comparaison à Las Vegas, je crois, la dame de BMW. Regardez à l'arrière, on a beaucoup de place. Tais-toi. Merci. À l'arrière, je vous disais, il y a beaucoup de place. C'est vraiment moelleux. D'ailleurs, la voiture est livrée avec des petits coussins qui se mettent à l'arrière. Les sièges sont très confortables. Il y a beaucoup de place aux jambes. Et on peut brancher un écran ici. Enfin, il y a des petites prises USB-C, en tout cas, que tu peux aussi pour recharger. La clim à l'arrière et voilà, et ce ciel lumineux dont tu peux évidemment choisir la couleur. Donc là je sors ma petite liste, mais de série tu as quand même les systèmes d'aide à la conduite classique, donc un régulateur de vitesse simple. Tu veux le régulateur adaptatif, le pilote semi-automatique, tout ça c'est 1850 €. Le BMW Curve Display, l'affichage tête haute, les sièges M multifonction, la recharge du téléphone par induction. Bon ça je sais pas si ça marche mieux qu'avant, mais bon c'est cool que ce soit de série. Un système audio Harman Kardon, éclairage au sol quand tu ouvres la porte, démarrage sans clé, soft close des portes, ça c'est cool que ce soit de série, réglage électrique de la colonne de direction, ciel de toit en motif Las Vegas. Et voilà, on est quand même sur une M très luxueuse. Et BMW annonce un mélange de confort et de plaisir de conduite
inédit. Ça me fait un petit peu peur, mais on va aller vérifier tout de suite. Il faut quand même qu'on parle du fait que c'est la seconde voiture 100% M. Parce que quand même, pour les fans de M et les fans d'automobile, qui sont assez nombreux, est-ce que c'est une insulte aux fans et une insulte à la M1 que de lui rendre hommage avec un gigantesque SUV hybride rechargeable? Ou est-ce que c'est un témoignage que M souhaite changer de direction et faire plus de SUV, de super SUV? Très honnêtement, quelqu'un a posé la question à BMW hier soir. On lui a répondu, dans les années 70, quand tu avais beaucoup d'argent, tu t'achetais une voiture de sport, une supercar. Aujourd'hui, tu t'achètes plus un SUV sportif. C'est vrai qu'on en vend énormément et M semble suivre plus le marché que vraiment les fans d'automobile. Mais en fait, ils suivent une cible à qui ils vont vendre des voitures et c'est peut-être pour ça qu'on se retrouve avec des voitures pareilles. On va voir si c'est une bonne voiture, mais je trouve pas que ce soit un bel hommage, que ce soit à M ou à la M1. Il y a des petits détails, mais les détails font pas l'hommage, clairement. Maintenant, cette voiture, sous le capot, on a le V8 4 litres 4 biturbo qui a été inauguré dans la M5. Il a été inauguré à 525 chevaux et ensuite, maintenant dans X6M, M8 compétition, il fait 625 chevaux. Là, il est dégonflé à 489 chevaux, mais il est accouplé à un moteur électrique qui est installé sur la transmission automatique à 8 rapports. Moteur électrique qui fait 197 chevaux. Donc au total, cette XM, elle fait 653 chevaux et 800 Nm de couple. C'est des très beaux chiffres, mais on a aussi le poids de la voiture à prendre en compte. 2,7 tonnes à vide, donc sans conducteur, sans passager et avec pas le plein d'essence. 2,7 tonnes, c'est plus de 2 fois le poids d'une McLaren 720S. 2 McLaren 720S, c'est plus léger qu'un XM. Bon, on est sur un énorme mastodonte hybride rechargeable, forcément, ça allait peser sur la balance. Une des choses qui m'étonne, c'est que le bloc thermique fasse seulement 489 chevaux. Il est capable de beaucoup plus. Pourquoi ils nous ont pas pondu une XM qui serait à peu près équivalente en puissance, en perf à la GT63S hybride de Mercedes? En fait, pourquoi? C'est pour pouvoir le faire évoluer dans le cycle de vie du produit. S'ils nous sortent tout de suite la voiture ultime, ils vont pas pouvoir la faire évoluer et en vendre d'autres après. À l'automne, va être disponible à la commande une BMW XM Label Red. Alors oui, le nom est un petit peu marrant, pour nous les Français ça nous rappelle un peu le poulet, label rouge. Et cette Label Red, elle fera 748 chevaux, 1000 Nm de couple, avec les détails gold remplacés par des détails rouges. Mais donc voilà, ça c'est le XM entrée de gamme, si on peut dire ainsi, alors que la voiture se place... Pourquoi ils l'ont faite M en fait, et pas BMW? C'est qu'ils voulaient que ce soit la voiture la plus exclusive qui puisse faire, donc la plus luxueuse et la plus sportive à la fois. Donc on est sur une voiture de compromis et on va voir ce que ça donne. Niveau confort, je profite qu'on roule tranquillement pour vous en parler. Là je suis en boîte automatique, on peut rouler soit en mode tout électrique, soit en mode hybride, soit en mode e-control. Le mode e-control, il utilise le moteur thermique pour recharger les batteries. On crame de l'essence pour faire de l'électricité dans les batteries. À quoi ça sert? Eh ben, au cas où tu arrives dans une ville où il y a une ZFE, une zone à faible émission, où tu peux traverser uniquement en full électrique et que tu n'as plus d'autonomie électrique, tac, un peu de e-control, tu recharges et tu peux traverser cette ZFE. Alors oui, c'est totalement paradoxal parce que tu vas polluer plus avant pour pouvoir traverser une zone à faible émission. Les batteries, elles font 25,7 kWh, de quoi avoir entre 80 et 90 km d'autonomie en full électrique. Le système de recharge des batteries est pas optimal puisqu'il vous faudra 4h15 minimum pour recharger à 100% les batteries. Mais en même temps, c'est pas très grave parce que les gens qui vont acheter cette voiture, ils vont la recharger soit chez eux la nuit, soit au boulot. Et donc pas sur des longs trajets, sur des bornes à l'autoroute. Cette voiture, elle a vraiment été conçue pour pouvoir faire de la ville en tout électrique et de l'hybride le reste du temps. Mais donc c'est intéressant que pour des gens qui ont la borne de recharge chez eux ou à leur travail. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. Niveau confort, puisque BMW annonce une recette unique entre confort et sport, clairement c'est pas mal. L'intérieur c'est très cossu, à l'arrière le cuir il s'étend sur les portes, c'est très joli. Le ciel de toit en Alcantara avec les illuminations du strip de Las Vegas, c'est sympa. À noter qu'on ne peut pas avoir de toit panoramique
c'est très dommage, je trouve, même en option, c'est très dommage sur une voiture de ce gabarit-là. Pour les passagers, c'est vraiment sympa d'avoir le toit panoramique. En plus, ça ramène plus de lumière dans la voiture. Je demandais pas un toit ouvrant, mais là, on n'a pas un toit en carbone. C'est dommage de ne pas avoir en option au moins un toit panoramique. On a une suspension pilotée. La suspension, elle est pas mal, hein. Il y a des compliments à lui faire, mais le problème, c'est qu'en dessous de 60 km/h, donc à vitesse urbaine, on va dire, en mode le plus confort, je pense que c'est le fait qu'il y ait des jantes de 23 pouces et des pneus taille basse. Tu vois, là, je suis à 40, ça va être 48. T'entends toutes les aspérités de la route, toutes les petites nervures, tous les petits raccordements, les petits nids de poules, les petits machins, font vibrer la voiture à une fréquence qui n'est pas agréable. Si tu roules toute la journée, vraiment ça s'entend dans la voiture. Ça, c'est pas filtré. Le confort de suspension verticale est pas mal, mais dès qu'il y a une petite aspérité sur la route, ça s'entend dans la voiture. Et pour une voiture si luxueuse, pour moi, ça c'est vraiment dommage. Parce qu'elle est réglable, de confort à Sport Plus la suspension, mais même en confort, elle filtre pas si bien que ça les aspérités de la route. Et on est d'accord, tout le monde va prendre les jantes de 23 pouces, donc tout le monde aura ses vibrations. Niveau silence, sinon, à part ces vibrations quand même assez parasites, c'est pas mal. Tu peux rouler en tout électrique, tu as le son Hans Zimmer quand tu accélères qui fait un peu vaisseau spatial. Et ensuite, tu as le moteur thermique qui démarre. Assez parlé de toutes mes angoisses de passionné automobile. On va passer en mode M2 que j'ai configuré, le mode le plus sport, manuel, et on va voir ce que ça donne. On va faire un petit départ d'ailleurs. Oh, ah oui, alors les freins, on va en reparler après. BMW annonce un 0 à 100 en 4 secondes 3. Je crois qu'il a été mesuré à moins, on va voir ce que ça donne. Ça décolle, hein. Et par contre au premier virage, faut se rappeler qu'il y a 2 tonnes 7. La suspension est en mode sport, je suis en mode manuel le plus sportif. Tu peux laisser en boîte auto et régler la sportivité de la boîte sur 3 niveaux sur le pommeau. Oh, il y a un à-coup quand tu passes le rapport. Alors je vous fais l'analyse pas sur ce bout de route, hein, seulement parce que je l'ai essayé aussi hier la voiture. La boîte, je la trouve un petit peu lente par rapport à M3 et M4. Alors peut-être c'est la première fois que cette boîte est associée à un système hybride, peut-être que ça vient de là. Le rapport passe plutôt vite, il y a une déflagration, mais le délai après le passage de la palette est assez long, que ce soit au passage ou au rétrogradage. Là, sur ces petites routes, il faut avouer que la voiture tourne bien, elle prend pas de roulis, on a des barres anti-roulis actives, et pour une voiture de 2 tonnes 7, si peu de roulis, c'est quand même assez impressionnant. Le freinage, clairement ça freine. On a un freinage qui est réglable entre confort et sport. Alors moi je croyais à la base que ça a changé le toucher de pédale, parce qu'on est sur un brake by wire, donc le frein n'est pas connecté, la pédale de frein n'est pas directement connectée au disque. C'est un freinage électronique par un capteur et derrière ça pince les disques où ça fait de la régénération d'énergie. Quand tu mets en confort, la seule différence c'est que le freinage va se déclencher plus tard sur la pédale et en sport il va se déclencher un petit peu plus tôt, mais la pédale n'est pas du tout plus molle ou plus dure. Les reprises sont pas mal, hein, même en 3 ou en 4, parce que tu as un peu de boost électrique qui vient compenser un petit peu le manque de couple quand tu es dans les bas régimes. En termes de sensation de poussée, je trouve que c'est peut-être un poil en dessous d'une M3 ou d'une M4, mais pas loin. 0 à 100 4.3, vitesse max 250-270 en option, 0 à 100 4.3 qui a été mesuré à peu près en 4 secondes, 4.3 on y est certainement, et puis le label rouge bientôt, je pense qu'il va décoiffer encore plus. Donc niveau sportivité, c'est quand même assez impressionnant pour un si gros truc, parce que j'en ai pas parlé quand on faisait la conduite confort, mais la première chose qui te saute au visage quand tu montes dedans et que tu la conduis pour la première fois, c'est le gabarit de l'auto. On est sur une voiture qui fait quand même, je crois, 10 cm de plus qu'une Audi RS6 en longueur. Et en largeur, ça va, 1 cm de moins qu'une Lamborghini Aventador. Donc c'est énorme et quelle que soit la route, tu as toujours l'impression d'occuper totalement ta voie. Là, on est sur des voies relativement larges, mais sur des routes un petit peu plus petites de montagne.
on s'est dit on va éviter de les prendre parce que ça va être un cauchemar de peur de croiser des gens en face. À chaque fois que tu croises des gens, tu te dis j'espère qu'en face ils vont être dans leur voie parce que le gabarit est immense, elle est très large, elle est haute, elle est longue, et surtout le capot qui va très loin avec les ailes assez hautes, c'est difficile de percevoir où sont les limites de la voiture. À basse vitesse, tu peux mettre les caméras, tu as un bon système de caméra 360, dépassement, pas trop de soucis, petite déflagration, mais le gabarit est assez impressionnant, voire handicapant. On a des à-coups au passage de vitesse, c'est sauvage. Pour le son, BMW annonce une bande sonore chargée d'énergie et d'émotions, je cite, et d'émotions rares pour un V8. Oh, ça secoue. Alors ça chante quand on tape dedans. Là j'ai l'échappement ouvert. Regardez si je le ferme. J'ai l'impression que j'ai appuyé sur le bouton mute de la télécommande. Un peu de bruit de moteur qui vient de devant, mais plus du tout de bruit. Et regardez, quand je le remets, on a rallumé le son. En fait, tout vient des haut-parleurs. On a vérifié, tout vient des haut-parleurs. Bah, de dehors, ça fait quand même un petit bruit sympa, mais à l'intérieur, tout vient des haut-parleurs. Alors, une émotion rare pour un V8, excusez-moi, c'est pas quand ça vient des haut-parleurs. Ça fait le job à pleine charge quand même, avec la déflagration par contre qui vient de l'échappement. Et on a des petits glou-glou de temps en temps qu'on n'a pas quand l'échappement est fermé. Mais c'est le seul truc qui vient de l'échappement. Sinon, de l'intérieur, il n'y a pas de bruit d'échappement. Il y a du haut-parleur. Niveau comportement, ce comportement il bénéficie donc de suspension active, de barres anti-roulis actives, des 4 roues directrices. Donc ça, elles sont très utiles surtout à basse vitesse pour manœuvrer le mastodonte. On a des freins acier avec des étriers à 6 pistons à l'avant. 420 mm, 398 à l'arrière, c'est des aciers ventilés mais pas percés, et il n'y a pas de frein carbone céramique en option sur ce XM. Un peu dommage pour une voiture 100% M de ce poids-là, de ce gabarit-là, de ne pas mettre du carbone céramique au moins en option. Ça, j'ai pas trop compris pourquoi. Parfois, franchement, tu passes les rapports à mi ou à haut régime en mode manuel le plus sportif, ça secoue plus qu'une Aventador en mode Corsa. Hein. Sans déconner, dans un XM, qui l'aurait cru? Regarde. C'est n'importe quoi. Je suis bluffé par la qualité de cette suspension en mode dynamique qui ne prend pas de roulis. La voiture ne tanque pas en virage alors qu'elle fait 2 tonnes 7. La motricité est aussi aidée par un système 4 roues motrices qui est très perfectionné ici, le MX Drive chez BMW, qui distribue le couple entre l'avant et l'arrière. Alors on n'aura jamais du 100% à l'arrière comme sur M3 et M4. On a un mode 4 roues motrices, un mode 4 roues motrices sport et un mode 4 roues motrices sable pour les Émirats dans les dunes là quand ils font jojo. Mais jamais une full propu. Heureusement peut-être sur une voiture de ce poids là. Donc on a une répartition du couple avant-arrière et gauche-droite à l'arrière. Et l'électrique, contrairement à certaines voitures, il n'est pas distribué sur un essieu ou sur un autre, il est sur la transmission. Donc tu as vraiment de l'électrique qui va aux 4 roues. Au final, ce XM, pour résumer un petit peu ce lot d'informations quand même assez important parce que c'est une voiture avec beaucoup de choses à dire, je pense que pour moi c'était pas une bonne idée d'en faire la seconde M 100% M. C'est un petit peu une insulte aux fans et à l'histoire de BMW M, mais plutôt un virage marketing vraiment prononcé de la marque. Ça c'est le côté un petit peu dommage. Le bon côté c'est que c'est une auto extravagante. On aime ou on déteste, mais elle est extravagante, elle fait tourner les têtes, ça c'est indéniable. Le style, pareil, on aime ou on déteste. Personnellement, je suis assez fan de la face avant, les naseaux dorés, illuminés, c'est un peu gadget, mais moi j'adore. Après, elle est tellement affirmée en style que je me demande si ça va bien vieillir. En général, c'est les designs les plus sobres qui vieillissent le mieux, là on est loin du sobre. Et c'est une auto qui a plein de nouveautés stylistiques, techniques, qui est assez facile à emmener vite sur des routes d'une largeur quand même assez correcte, parce que sinon tu
t'es terrifié en permanence de devoir croiser des gens ou de faire une jante en fait, hein. Parce que le gabarit de l'auto, ça c'est peut-être les proportions aussi, parce qu'il y a d'autres voitures qui sont très grosses, mais celle-ci en permanence tu te demandes si tu vas râper un trottoir avec les roues, parce que elle est immense et la visibilité est pas incroyable. Aussi l'habitabilité du coffre, hein. Pour une voiture 4 places, le coffre est pas immense. Donc voiture plein de nouvelles technologies, on a une hybridation, plein de nouveaux styles, qu'on aime ou on déteste. En tout cas elle est assez disruptive, plutôt bien surpris, mais pour une 100% M, ils ont quand même laissé un petit peu de côté le plaisir de conduite, parce que le plaisir de conduite c'est pas que à haute vitesse. Dans une voiture confortable c'est aussi à basse vitesse, et celle-ci malheureusement la suspension filtre pas les défauts de la route, et ça c'est un petit peu énervant. À haute vitesse elle est capable. De là à dire que tu as un plaisir de conduite immense, ce serait exagéré, parce que le poids fait peur. 2 tonnes 7, tu arrives dans un virage, tu te demandes comment ça va se passer. Au final, ça se passe plutôt bien, mais ça fait peur et ça enlève un petit peu de plaisir. Bah voilà pour cette XM, hein. J'ai hâte quand même d'essayer la label rouge, pas de la goûter mais de l'essayer, parce que voilà, elle mérite plus de puissance. 489 chevaux du bloc thermique, c'est un petit peu modeste alors qu'on sait qu'il est capable de 625 chevaux. Là ça ferait un truc délirant, mais bon, il y aura toujours le problème du poids. Tant qu'on a une hybridation avec des batteries et des moteurs électriques qui rajoutent du poids, ça, si on n'arrive pas à faire baisser le poids de tout ça, pour l'instant on n'a pas encore la solution. J'espère que vous avez apprécié cet essai de la BMW XM. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est toujours temps de le faire. Si vous n'avez pas encore mis le pouce bleu, il est aussi temps de le faire. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!